Christophe Barbier, bonjour. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous et ravi de vous retrouver comme chaque lundi. Les Israéliens doivent éviter tous les événements sportifs et culturels à l'étranger. Sévère mise en garde d'Israël hier à ses citoyens alors que doit se tenir à Paris ce fameux match France-Israël, match de la Ligue des Nations de l'UEFA, un match à haut risque selon l'État hébreu qui invoque des menaces de manifestants pro-palestiniens et un match auquel assistera par ailleurs Emmanuel Macron. Il sera dans les tribunes du Stade de France pour ce match. Est-ce que c'est important justement que le chef de l'État français se montre? Ah oui, c'est très important qu'il se montre dans ce match. D'abord pour considérer que ce match est important, pas sportivement, c'est la Ligue des Nations, c'est une compétition secondaire, mais il est important pour montrer la solidarité, comme l'a dit l'Élysée, du président de la République avec la communauté juive, avec tous les supporters de l'équipe d'Israël, qu'ils soient français, franco-israéliens ou israéliens. C'est important aussi parce que ça vient à la suite d'une série de crises entre la France et Israël. Crise déclenchée notamment par les dérapages d'Emmanuel Macron, qui, après avoir conseillé de ne plus livrer des armes à Israël, est allé jusqu'à dire que Israël semait la barbarie. Mais il y a eu aussi des fautes du côté israélien, notamment la présence de gardes armés dans le monastère de l'Éléona lors de la visite de Jean-Noël Barrot. Ça a créé un incident diplomatique. Israël sait très bien depuis de longues années que la France ne veut pas du tout de présence armée dans les sites qui sont sous sa responsabilité. Ça avait déjà créé un incident mémorable avec Jacques Chirac en 1996. Vous n'étiez pas né, ouais. Ilana. J'étais née, mais j'étais petite. Do you want me to go back to my plane qui avait permis à Chirac de faire une opération diplomatique auprès des pays arabes. Et avec Emmanuel Macron plus tard. Et avec Emmanuel Macron en 2020, on a vu le même incident. Donc il y a du côté des Israéliens une sorte de tradition, si j'ose dire, et c'était malvenu. Alors on est dans cette crise diplomatique et la présence d'Emmanuel Macron au match, c'est peut-être le début d'autre chose. Allez, parlons-nous, réconcilions-nous. Il y a besoin de réconciliation officielle, diplomatique, entre la France et Israël. Néanmoins, je pense que ça devra attendre quand même si Netanyahou et Macron reviennent à de meilleurs comportements, ils sont l'un et l'autre obligés de maintenir cette tension pour des raisons de politique intérieure. Emmanuel Macron, on le sait, flatte un certain électorat, flatte l'aile gauche et se démarque. Et Benjamin Netanyahou a bien sûr intérêt pour sa vie politique intérieure à montrer qu'il est plus que sourcilleux. C'est donc après 2027, peut-être qu'on pourra ouvrir un nouveau chapitre amical, constructif des relations entre la France et Israël. D'ici là, les dossiers géopolitiques auront avancé. Alors on parle de ce match France-Israël. On sait que de nombreux policiers seront présents. Le préfet de police justement de Paris a fait le point hier. Il a été très ferme. Aucun drapeau palestinien notamment ne sera accepté dans le stade. Oui, 4000 policiers déployés tout autour du stade, en plus de la protection personnelle du président de la République. Laurent Nunez, le préfet de police, a vraiment déployé les grands moyens et c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que ce sera sécurisé. Il faut donc y aller. Ouais. Contrairement à ce que disent les autorités israéliennes, et on les comprend, elles envoient des messages de prudence, il faut se dire que non, il ne faut pas laisser un pouce de terrain de foot ou terrain démocratique, aux antisémites. Il ne faut pas montrer qu'on a peur, c'est déjà leur accorder une victoire. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent invisibiliser la communauté juive et ceux qui la soutiennent. Donc évidemment, des supporters qui ne vont pas au stade, c'est une demi-victoire. Pour les antisémites, Franck Tapiro, notre ami Franck Tapiro, lance une opération, au contraire, où il y a une sorte de paquet entre le repas, la boisson, le ticket, le transport, la fête, pour aller soutenir Israël et pour montrer surtout que l'on n'a pas peur. Et je pense que ça se passera bien, parce que malgré tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre et la déferlante d'antisémitisme qui a touché aussi la France, ça n'a pas été exactement la même chose qu'en Angleterre, qu'aux Pays-Bas, qu'en Belgique, dans les manifestations publiques, dans les incidents, dans les menaces physiques. Il y a évidemment une fièvre antisémite en France, mais il y a une différence quand même avec ce que l'on voit dans les autres pays, et je pense qu'on le verra aussi jeudi soir. Différence dans les autres pays, alors pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a vu ce fameux tifo du PSG au Parc des Princes, on peut le dire, tifo pro-Hamas, qui prônait l'éradication de l'État d'Israël, et un jour après, on a vu ce qui s'est passé à Amsterdam. Pourquoi pour vous c'est différent ce qui se passe? C'est de même nature, mais c'est pas sur le même degré, c'est-à-dire c'est pas sur la même place de l'échelle de l'antisémitisme, si tant est qu'on puisse mesurer. C'est un palier. Mais c'est un palier. Que nous disent ceux qui ont déployé ce tifo? Ils nous disent, mais non, pas du tout, c'était un tifo pour la paix, pour qu'on arrête la guerre. D'ailleurs, on a fait aussi des tifos contre le massacre des Ouïghours, etc. Il suffit de regarder ce qu'ils ont dessiné sur la banderole. Et en effet, ce I de Palestine, qui est une reproduction d'une carte où Israël a disparu. Donc ce tifo nous dit bien, arrêtez la guerre, d'accord, mais arrêtez la guerre pour faire quoi? Pour faire une Palestine de la mer à la rivière, selon le vieux slogan, c'est-à-dire pour se débarrasser d'Israël. Comment on se débarrasse d'Israël alors qu'il y a des millions de juifs là-bas?
Ah bah, c'est évident, en les faisant partir. Et on les fait partir comment? Bah avec un 7 octobre de grande nature. Donc c'est bien un tifo qui légitime, comme vous le disiez, les actes terroristes du Hamas et de leurs épigones. Donc c'est bien un tifo qui est de même nature que la chasse aux Juifs qu'on a vue à Amsterdam quelques heures après. Alors c'est plus placide évidemment, une banderole que une chasse à l'homme, mais c'est exactement la même mécanique de réflexion anti-guerre, antisioniste, antisémite qui est à l'œuvre. Il faut donc intervenir. Alors, vous parlez de cette chasse aux Juifs, effectivement, à Amsterdam. On a entendu plusieurs députés LFI, notamment Raphaël Arnaud, excuser les auteurs de cette chasse aux Juifs, disant qu'il s'agissait seulement de hooligans d'extrême droite. Mais ce matin, on a reçu justement Ariel Mallet du Magen David Adom qui nous disait que non, parmi les victimes, il y avait des familles, des enfants notamment. Alors, que cherchent ces députés avec ce genre de déclaration? L'amalgame et le renversement des responsabilités. L'amalgame, c'est quoi? C'est que parce qu'il y a eu quelques supporters du Maccabi Tel Aviv qui ont commis des délits, arraché un drapeau, crié des slogans racistes, et il faudrait les poursuivre pour ça, tous ceux qui les accompagnaient sont responsables et donc on va les punir. On va les punir puisqu'ils sont tous, comme l'a dit l'autre député LFI, Marie Mesmer, des soutiens au génocide, des racistes. Non, ils n'ont pas été lynchés comme juifs, mais comme soutien au génocide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que LFI reproduit cette vieille théorie antisémite venue de l'extrême gauche, venue en fait, quand on lit le livre de Marcella Yacoub, on le retrouve, venu du stalinisme déclinant qui s'est réveillé dans une sorte de fièvre antisémite au début des années 50 et qui a nourri l'extrême gauche des décennies futures de cet antisémitisme. Qui nous dit quoi? Le juif est en fait le bourreau de son bourreau. Le juif est persécuté, regardez de plus près. Si le juif est persécuté, chassé dans les rues d'Amsterdam, c'est parce qu'il a commis quelque chose. Ah bah oui, bien sûr. Il a été raciste, il a été hooligan, il est le soutien du massacre à Gaza. Donc il mérite d'être puni. Il n'est pas victime de son bourreau. Il est le bourreau de son bourreau qui le poursuit légitimement. C'est ce renversement que pratiquent systématiquement les députés LFI. Et le gouvernement a réagi fermement, puisque Bruno Retailleau a annoncé saisir la justice après le tweet justement de Marie Mesmer. Oui, le gouvernement réagit fermement. Et d'ailleurs, depuis le 7 octobre, les réactions fermes de ce type ont été nombreuses. Mais que fait la justice? On saisit pourquoi? Pour apologie du terrorisme, pour incitation à la haine? Où sont les procédures? Que fait la justice? Bon, elle reçoit, elle interroge, on est convoqué au poste, c'est pas agréable pour se voir notifier une sanction. Oui, vous êtes soupçonné d'apologie du terrorisme. Mais c'est la conclusion qui importe. Si la conclusion c'est dans quelques semaines ou dans quelques mois, circuler, il n'y avait rien à voir, ça sera une cruelle défaite, ou plutôt une terrible victoire pour les antisémites. La fermeté pour dénoncer ne suffit pas, il faut la fermeté pour punir. Alors, le reste de l'actualité, ça s'est passé à Bron hier soir en banlieue lyonnaise. Une enquête ouverte après un tag contre Israël sur un monument en mémoire de victimes du nazisme. Et puis, c'est intervenu quelques heures après la venue de Yael Braun-Pivet à l'université Lyon 3, qui a été précédée aussi d'ailleurs par des tags. On l'a vu à proximité de l'université, des saccages de locaux, des slogans Free Palestine, Free Gaza, Yael, casse-toi notamment. C'est toujours la même fièvre antisémite dans l'enseignement supérieur? Toujours. Alors évidemment, c'est pas la totalité des étudiants de l'enseignement supérieur, mais ce sont des phalanges très actives de Sciences Po à Lyon. On les voit à l'acte. Et derrière leurs actes, des slogans, des tags, des saccages de locaux, qu'y a-t-il? Il y a une logique, alors d'abord celle aussi de l'amalgame, tous les juifs évidemment sont complices, mais aussi derrière cette confusion, la volonté de discréditer ceux qui veulent défendre Israël et défendre les Juifs sans être des soutiens de Benjamin Netanyahou. Non, nous disent ces étudiants d'extrême gauche. Si vous défendez les Juifs partout dans le monde, si vous défendez l'existence d'Israël et le droit d'Israël à la sécurité, vous êtes des complices, des épigones, vous êtes des serviteurs de Netanyahou, de Smotrich, de Ben Gvir, des colons de la Judée-Samarie. Vous êtes des complices de ceux qui peuvent être contestés politiquement. Il faut choisir dans un monde binaire, nous disent ces étudiants. Soit vous êtes d'un côté, soit vous êtes de l'autre. En gros, nous sommes obligés de dire on est avec le Hamas ou on est avec l'extrême droite israélienne. Mais non, on peut être pour un État palestinien sans être pour le Hamas. On peut être pour la sécurité d'Israël sans être pour l'extrême droite israélienne. Et on l'a vu avec cette nouvelle passe d'armes aussi entre Arthur, l'animateur Arthur, et le député LFiste Aymeric Caron. Arthur qui a annoncé déposer plainte pour diffamation. Exactement, c'est la même logique. Si vous soutenez n'importe où dans le monde un juif menacé, un juif agressé, vous êtes en fait l'auteur du bombardement qui a tué des enfants à Gaza. Voilà. Et c'est en réussissant ce raccourci, cet amalgame, que l'extrême gauche arrive à faire progresser son antisémitisme.
À la base, qu'y a-t-il? Toujours cette confusion. L'antisémitisme s'abrite derrière l'antisionisme. Voilà. Si vous êtes contre la politique menée par Israël, vous devez être antisémite. Non, il est possible de critiquer un État pour la politique qu'il mène, tout en défendant l'idée de l'existence de cet État, et bien sûr, défendre le peuple qui est au cœur de cet État. Alors dans ce climat de tension, le gala de l'association Israel is Forever de Nili Kupfer, Nili qui sera d'ailleurs avec nous demain matin, est maintenu ce mercredi alors que Thomas Porte et d'autres députés LFI réclamaient son interdiction. C'est une bonne nouvelle pour vous, sachant que Smotrich n'y participera finalement pas. Exactement, mais c'est une très bonne nouvelle. Et Laurent Nunez a très bien formulé ça, il l'a dit. Je n'ai aucune raison d'interdire ce gala. Ça ne veut pas dire je soutiens ce gala, allez-y. Non, c'est je suis préfet de police, on me dit il faut l'interdire. Je regarde, il y a des conditions très précises pour l'interdiction. Est-ce que c'est illégal? Est-ce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public? Je regarde et non, il n'y a aucune raison. Et donc je le valide, je l'autorise et je le protège si nécessaire. Et ça c'est très intéressant parce que ça casse justement cette idée que si vous êtes avec Israël Forever, un gala pour Israël, vous êtes forcément le responsable de ce qu'on peut éventuellement reprocher à Israël. Et il y aura des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé au Liban. Et le préfet de police, c'est-à-dire la sagesse républicaine, casse cette logique. C'est donc très important. C'est un gala qui a lieu tous les ans. C'est un gala qui a lieu tous les ans en plus et qui n'a jamais fait parler de lui pour de quelconques incidents ou de quelconques dérapages de comportements politiques. Alors une semaine très dense en actualité et notamment aux États-Unis, bien sûr, avec l'élection aussi de Donald Trump, Christophe. Donald Trump qui l'a remporté dans la majorité des swing states face à Kamala Harris. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Israël? C'est l'opinion majoritaire de la communauté juive et évidemment d'Israël de se dire avec Trump on sera mieux protégé qu'avec Biden. Moi je voudrais inciter nos auditeurs à y regarder de plus près. Oui, à court terme, l'élection de Trump est une bonne nouvelle pour Benjamin Netanyahou et pour son gouvernement. Trump sera derrière Israël et ça permettra à Netanyahou d'aller sans doute jusqu'aux élections de 2026. Mais à plus long terme, la géopolitique de Trump ou la géoéconomie de Trump par rapport au pétrole, par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, ne signifiera pas seulement qu'il va probablement laisser à leur sort les Ukrainiens. Ça veut dire qu'il voudra maintenir pression sur le pétrole, les cours du pétrole, parce qu'il veut que le pétrole américain et les gaz de schiste restent compétitifs. Et donc il n'a pas besoin forcément de paix et d'apaisement au Proche-Orient. Il a été l'homme des accords d'Abraham. Très bien, c'est vrai que Trump a été un catalyseur de ces accords d'Abraham, qui était un formidable espoir de paix qu'il faut réveiller. Mais ces accords d'Abraham avait enjambé le problème palestinien, avait fait l'impasse comme s'il ne comptait plus. Et on a cru tous qu'en effet, on pouvait contourner ce problème. Le 7 octobre a montré que la sécurité d'Israël passe par un règlement global de toutes les insécurités. Oui, il y a le problème iranien. Oui, évidemment, il y a avec les pays arabes des relations à reconstruire en permanence. Mais oui, il y a aussi ce problème palestinien et un équilibre à trouver aussi autour de l'État et du peuple palestinien. Ça sera l'objet de la campagne électorale de 2026. Je ne sais pas si Trump aidera Israël dans cette direction-là. On attend de le voir à l'œuvre, mais il sera le président de cette période. Eh bien, merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe, on vous retrouve évidemment tous les jours. Demain, votre invitée sera Corina Kalougarou, ambassadrice de Moldavie en France. Radio J.